Bonsoir à tous. Le PDG de Global Media Communication est notre invité ce soir. Mamadou Oumar Ndiaye est aussi le directeur de publication du quotidien Le Témoin. Bonsoir Mon. Bonsoir Mamadou. La France est en guerre contre le terrorisme. Daesh, l'État islamique, est également en guerre contre la France. En témoignent les attentats de vendredi dernier en plein cœur de Paris avec un lourd bilan, plus de 130 morts. Quelle est la position éditoriale de votre journal? Merci beaucoup Mamadou. En fait, nous avons toujours pensé que, effectivement, en allant dans cet Orient lointain et compliqué dont parlait le général de Gaulle, en allant y mener la guerre, forcément, la France du président François Hollande s'exposerait à un retour de flamme. Il fallait absolument s'attendre à ce que Daesh fasse des actions d'éclat en France, en plein cœur de Paris, ou alors à travers le monde en visant des intérêts économiques français ou des intérêts militaires partout à travers le monde, puisque ça a été dit pendant longtemps, la menace a été brandie dans les réseaux djihadistes en disant qu'ils ont appelé à frapper la France partout à travers le monde depuis que la France effectivement s'est impliquée dans la guerre civile en Syrie et en Irak. Donc il fallait absolument s'attendre à ce qu'il y ait un retour de flamme de la France qui a bombardé des camps d'entraînement de Daesh en Syrie, qui a tué des chefs djihadistes, et donc les djihadistes avaient juré de venger dans le sang leurs chefs qui ont été tués et également leurs infrastructures qui ont été détruites en Syrie. En fait, la France a déclaré la guerre. Elle est en guerre contre les djihadistes. Et vous essayez d'avoir une lecture lucide de la situation? Non, absolument. Dans une guerre, mais dans une guerre, il faut s'attendre à recevoir des coups, comme on porte des coups à l'ennemi. Il n'y a aucune guerre dans le monde où c'est l'ennemi seulement qui reçoit des coups, mais que celui qui a déclaré la guerre ou l'autre protagoniste ne reçoit pas des coups. Il n'y a pas et il n'y en aura pas. Les Américains, pour s'être impliqués au Moyen-Orient, ils ont payé un très lourd tribut à cette guerre, à travers notamment les attentats du 11 septembre, mais également à travers les attentats particulièrement meurtriers qu'ils ont subis au Liban avec les attentats kamikazes du Hezbollah libanais. Il en est de même de la France qui va être frappée aussi bien en France que dans la zone sahélo-saharienne ici en Afrique, conséquence de son engagement militaire au Mali dans le cadre de l'opération Serval. Il faut s'y attendre. Le président français a fait face au congrès de son pays cet après-midi. Il a dit que ce n'est pas seulement une guerre contre la France, c'est une guerre contre l'Europe. Il essaie de mobiliser également les alliés traditionnels de la France. Il envisage de rencontrer les présidents américains Obama et russe Poutine, de convoquer une réunion en toute urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une guerre dans laquelle il faut nécessairement s'engager aux côtés de la France face au terrorisme pour un pays comme le Sénégal? Je ne suis pas de cet avis. Est-ce que Dakar peut dire « je suis Paris » ? Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, la France, c'est la France. Elle a ses intérêts géostratégiques à travers le monde, tout comme le Sénégal, petit pays n'ayant d'histoire avec personne, entretenant des relations de bon voisinage avec les États frontaliers, entretenant de très bons rapports avec tous les États africains, d'une manière générale, entretenant de bons rapports avec les peuples du monde entier. Le Sénégal n'a pas à s'impliquer dans une guerre qui ne le concerne pas. Cette guerre, elle concerne les pays occidentaux qui ont déclaré la guerre aux djihadistes en Syrie, qui se sont jurés d'abattre le régime du président Bachar el-Assad, qui ont armé des mouvements islamistes contre le président Bachar el-Assad, dont certains aujourd'hui se sont retournés contre eux. Elle concerne également les États-Unis, naturellement, qui également ont créé de toutes pièces des mouvements islamistes terroristes comme Daesh, mais également le Front al-Nusra et autres. Et donc, aujourd'hui, ce sont tous ces États qui se sont impliqués militairement en Syrie qui, aujourd'hui, reçoivent
encore une fois la riposte des djihadistes parce que tout simplement, ils leur ont déclaré la guerre et les djihadistes se défendent comme ils peuvent. Or, le Sénégal n'a rien à faire dans cette guerre puisque les islamistes ne nous ont pas déclaré la guerre. Mais justement, est-ce que vous ne craignez pas que la cible aujourd'hui, qu'elle ne soit pas seulement la France, en tout cas pour les djihadistes, mais le précaré français? Mais jusqu'à présent, en tout cas, aucun djihadiste n'a jamais déclaré la guerre au Sénégal. Aucun djihadiste n'a jamais mené une action terroriste au Sénégal. Par contre, la situation risque de changer. Maintenant que le président de la République a décidé de déclarer la guerre aux terroristes et qu'il a décidé de placer son mandat de 2 ans comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Pour certains, justement, est-ce qu'on avait besoin, nous, de déclarer comme priorité absolue de notre présence à l'ONU la lutte contre le terrorisme? Vous pensez que nos autorités sont en train de tenter le diable? Absolument, absolument. À force de crier au loup, on finit par le voir apparaître. Et justement, aujourd'hui, pendant plusieurs mois, le président de la République, il crie au loup terroriste. Il provoque les terroristes. Comme on dit, on ne réveille pas un ours qui dort. L'ours terroriste, peut-être qu'il existait encore au Sénégal, peut-être qu'il y avait des cellules dormantes, mais elles ne sont pas opérationnelles. Et elles n'ont pas donné de signe de vouloir attaquer de manière imminente le Sénégal. Par conséquent, est-ce qu'il fallait provoquer ces gens? Est-ce qu'il fallait, pour plaire à la France et aux États-Unis, pour apparaître comme leur meilleur partenaire en Afrique, est-ce qu'il fallait en arriver à s'impliquer dans une guerre qui ne nous concerne absolument pas? Le Sénégal n'a que des coups à prendre dans cette guerre. Vous avez et rien peur pour le Sénégal aujourd'hui? J'ai absolument peur pour le Sénégal du fait de la position irresponsable du président de la République. Absolument, ah oui? J'ai peur, oui. Parce qu'il n'avait pas à déclarer la guerre aux terroristes. Le Sénégal n'est en guerre contre personne. Vraiment, nous sommes en paix avec tout le monde. Le Sénégal a toujours promu une diplomatie de paix. Parce que la France, elle a des intérêts, par-delà les intérêts géostratégiques, elle a des intérêts commerciaux colossaux au Moyen-Orient. Pas plus tard qu'il n'y a pas un mois, le Premier ministre français, Manuel Valls, s'est rendu en Arabie Saoudite. Il a signé des contrats pour des milliards de dollars pour vendre des centrales nucléaires, pour vendre des patrouilleurs, pour vendre des bombardiers. Mais ça, c'est le commerce extérieur de la France. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la France cherche à se substituer aux États-Unis comme principal allié de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient. Parce que tout simplement, depuis que les États-Unis, le président Obama a entrepris de se rapprocher, de se réconcilier avec l'Iran, l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de s'éloigner quelque part des États-Unis et essaie quelque part sur le plan commercial de sanctionner les États-Unis. Et la France essaie de s'engouffrer dans cette brèche pour se positionner sur le plan commercial. Donc à la clé, il y a des milliards de dollars à gagner. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à gagner? Il y a des intérêts hautement stratégiques aujourd'hui. Hautement stratégiques et hautement commerciaux qui se jouent à coups de milliards de dollars. Nous, on n'a que la zakat de l'Arabie Saoudite à gagner. Ça ne vaut pas la peine qu'on s'implique dans une guerre où la France a encore une fois de gros intérêts commerciaux. C'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure de la Russie, vous avez parlé de Poutine. Oui. C'est normal parce que Poutine, il subit de plein fouet le terrorisme dans son pays à cause du conflit tchétchène. Oui. Bien entendu. Mais également parce que c'est le principal, son seul allié aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est le régime de Bachar el-Assad, où les Russes disposent d'une grande base navale, la seule pratiquement dont ils disposent dans la région. Donc, laisser tomber le président Bachar el-Assad, c'est affaiblir leur position sur le plan aujourd'hui mondial. Donc, ils se sont engagés résolument, ils sont en train de changer aujourd'hui le cours de ce conflit. Mais quand ils ont attaqué, quand ils ont bombardé les positions de Daesh, qu'est-ce qu'on a vu? Un avion russe s'est fait abattre dans le désert en égyptien, au Sinaï, 200 morts à la clé. Tout simplement parce que les terroristes, ils ont riposté. Les terroristes, à chaque fois qu'on les attaque, ils ripostent. Et malheureusement, leur cible, ce sont les populations civiles, parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre, encore une fois, aux avions qui les bombardent, à des dizaines de kilomètres d'altitude, qui lancent leurs bombes d'une précision chirurgicale sur leur position. Donc, pour riposter, ils s'en prennent malheureusement aux pauvres civils, que nous sommes, que vous, nous, que sont nos enfants, que sont nos cousins, que sont nos parents qui sont en France, etc. Mamadou Oumar Ndiaye, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le président Macky Sall dans son option par rapport à la menace terroriste, mais qu'est-ce qu'il devrait faire aujourd'hui? Essayer de créer une sorte de concorde avec
la classe politique, les autorités religieuses, en tout cas au premier plan, qu'on n'a pas beaucoup entendu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si la menace, comme on le dit, elle est là, elle est présente, elle est pressante. Moi, je pense que d'abord, il n'y a aucun pays au monde qui a affronté avec un tant soit peu de succès un ennemi extérieur, aujourd'hui le terrorisme islamiste en l'occurrence, sans avoir réalisé en son sein un consensus. Ça vraiment, c'est la moindre des choses. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Au Sénégal, il n'y a pas de consensus. Le président de la République, il mène la guerre à l'opposition. Le fils du patron de l'opposition, Karim Wade en l'occurrence, qui va être le candidat du principal parti de l'opposition en 2017 ou en 2019, je ne sais pas, il est en prison. Des cadres du Parti démocratique sénégalais, dont les responsables de la jeunesse du Parti démocratique sénégalais, Toussaint Manga, il est en prison. On l'accuse d'avoir voulu organiser une manifestation pour le verdict de Karim Wade, mais c'est dépassé depuis longtemps. Mais ce garçon, jusqu'à présent, il croupit en prison. Cela fait 6 mois. Oui, d'anciens responsables du PDS sont aujourd'hui en prison. On vient de priver le Parti démocratique sénégalais de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de manière tout à fait illégale. C'est une forfaiture. Au lieu plutôt que d'aller dans le sens d'apaiser la tension avec l'opposition et de réaliser un consensus. Tu viens de parler du Congrès qui s'est réuni en France aujourd'hui. Oui. Mais hier, le président François Hollande, il a reçu toute la classe politique française. Et pas seulement celle qui est représentée au Parlement. Oui. Il a reçu même les extrêmes, même Mme Marine Le Pen, il l'a reçu. Parce que tout simplement, la France est attaquée et doit faire front. Ici, le président Macky Sall, depuis qu'il est au pouvoir, il a coupé les ponts avec l'opposition. Vous pensez qu'il doit prendre des mesures d'apaisement aujourd'hui? Il doit prendre des mesures d'apaisement. Jusqu'à une réconciliation avec son prédécesseur, par exemple? Absolument. Il doit cesser de harceler l'opposition. Il doit aller jusqu'à faire libérer Karim Wade. Comment le faire libérer alors qu'il est condamné de son droit de grâce, de manière définitive? La grâce présidentielle, qu'est-ce qu'on a fait? Karim dit qu'il n'est pas demandeur. Oui, mais rien ne l'empêche de lui-même, le président de la République, de sortir Karim Wade, de recevoir l'opposition, de la rétablir dans ses droits à l'Assemblée nationale, mais également de parler avec toutes les composantes de la société sénégalaise et de cesser la politique autiste qu'il mène actuellement. Le président n'écoute personne, il n'en fait qu'à sa tête. S'il continue comme ça, il va droit dans le mur, il n'a pas le droit. Justement, la prochaine présidentielle, on est dans l'inconnu. Vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas si c'est en 2017 ou en 2019. Quelle est votre réflexion sur cette question? Mais écoutez, en Afrique... Même si un référendum est annoncé vers mai 2016. En Afrique, on disait qu'il y avait une démocratie mature, ou en tout majeure, ou en tout cas mature. C'était la démocratie sénégalaise. Et il y avait des démocraties mineures, entre guillemets, dans les autres pays où il y a eu des conférences nationales, souveraines, etc. Mais aujourd'hui, même dans ces pays mineurs, aujourd'hui, on connaît la date des prochaines élections. La Guinée vient de faire son élection présidentielle. On connaît la date de la prochaine présidentielle. La Côte d'Ivoire vient de sortir de sa présidentielle. On connaît la date de la prochaine présidentielle. Le Togo, même chose. Brazzaville, le Burkina à la fin de ce mois. On connaît partout, sauf au Sénégal, où il n'y a qu'un seul homme qui connaît la date de la prochaine présidentielle, c'est le président Macky Sall. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le référendum qui le dira, non? En mai 2016. Oui, mais on ne doit pas justement être suspendu au résultat d'un référendum pour connaître dans un pays comme le Sénégal la date de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est 2017? Est-ce que c'est 2019? Jusqu'à présent, les Sénégalais ne le savent pas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on en surréduit aujourd'hui, que même dans les pays aujourd'hui, encore une fois, dans des démocraties mineures, on connaît la date des prochaines élections. Au Sénégal, personne n'est en mesure de dire quand est-ce que la prochaine élection présidentielle va se tenir. Ce n'est pas normal. Alors, le président pourrait-il être l'otage d'un entourage peut-être non identifié? Les Sénégalais, ne l'ont pas élu pour qu'il soit l'otage de qui que ce soit. Ils l'ont élu pour qu'il consolide notre démocratie et que, sur le plan économique,
il réalise la prospérité des Sénégalais conformément à son engagement. L'émergence. Yoonu yokkute d'abord, oui. et ensuite devenu par la suite l'émergence du Sénégal. C'est ça que les Sénégalais lui ont demandé de se défaire de tous les lobbies qui ont pu justement entraver l'action de son prédécesseur et le mener à l'échec. Il y a un cas au sein de la coalition au pouvoir. Et il a un pied dans l'opposition, en tout cas certains le pensent. Il a un pied au sein du pouvoir, même s'il connaît quelques difficultés avec notamment le président de la République. Je veux parler du maire de Dakar, Khalifa Sall. Vous le voyez vraiment partant pour la prochaine élection présidentielle? Bien, si les choses continuent comme elles sont en train de se passer, je pense qu'effectivement le président de la République est en train d'établir un boulevard pour Khalifa Sall. Parce que, comme je l'ai dit, tout simplement, en raison de tous ces errements, en raison de toutes ces dérives gravissimes de l'action du président, moi je pense qu'effectivement, il est en train de construire un boulevard pour Khalifa Sall. Mais effectivement, là également, il y a un paradoxe, parce que Khalifa Sall, il est membre du Parti Socialiste. C'est un responsable de premier plan du Parti Socialiste. En 2009, il a été élu sur la liste Benno Siggil Sénégal. Oui. Et ensuite, le Parti Socialiste a soutenu l'actuel président de la République au second tour de la présidentielle et est un des moteurs de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aux élections locales de l'année dernière, Khalifa Sall est allé sous sa propre bannière, sous la bannière de Taxawu Dakar. Oui. Il a gagné. Mais ce sont des Sénégalais qui ont voté pour lui. Les Dakarois l'ont plébiscité. Face à l'ancien Premier ministre Aminata Touré. Absolument. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce Khalifa Sall qui a été plébiscité par les Dakarois, qui eux-mêmes avaient élu l'actuel président de la République, il est empêché de dérouler son programme aujourd'hui. Il veut lancer un emprunt obligataire de 20 milliards. On le bloque au niveau du ministère des Finances, sans aucune raison. On a avancé des raisons techniques, mais vraiment tout à fait farfelues pour bloquer cet emprunt obligataire. La gestion des ordures dans la capitale, on la lui retire pour la confier à un ministre encarté APR, qui a été d'ailleurs le seul survivant de la débâcle généralisée de l'APR, donc aux dernières élections locales, etc. Donc voilà aujourd'hui un allié du président de la République à qui on fait la guerre, mais par-delà lui également on fait la guerre aux Dakarois qui ont peut-être commis le crime d'avoir élu quelqu'un qui n'était pas du parti du président de la République. Autrement dit, selon vous, Khalifa Sall n'a qu'une seule issue, se présenter à la prochaine présidentielle? Mais je pense que c'est le meilleur candidat dont puisse disposer le Parti Socialiste. Si vraiment le Parti Socialiste veut avoir une chance de gagner une présidentielle, je pense que Khalifa Sall serait le meilleur candidat pour le Parti Socialiste. Merci Mamadou Oumar Ndiaye. Vous êtes le PDG de Global Media Communication, directeur de publication du quotidien Le Témoin. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Bonsoir.